Salut à tous, ravi de vous retrouver ce soir pour un nouveau numéro de 100% basket, comme chaque semaine à 18 h et en direct sur Mat Télé. Je suis ravi ce soir, c'est de retrouver celui qui co-anime avec moi l'émission chaque mardi, qui certes a payé la bonne mine, c'est Greg Limbert. Salut Greg, tu vas bien, mais est-ce que tu vas mieux? Ah oui, ça va mieux. Puis en plus, j'ai perdu 4 kilos, donc ça va, c'est parfait. Ça se voit pas. Tu vas être malade plus souvent alors. Il est là aussi chaque mardi. Bon, il a retrouvé sa place à ma gauche. Il est journaliste à Les Nouvelles et c'est Anthony Autou qui est avec nous, mais qui n'a pas mis son joli pull rose aujourd'hui. Non, mais j'en ai mis aussi un couleur zébrée. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, le thème, c'était zébré ce matin au réveil. Faut nous prévenir qu'on se mette dans le thème du coup. Bientôt, je viendrai en chemise comme toi. Allez, au sommaire aujourd'hui, en l'absence de match du 50 basketball, nous allons vous expliquer les différents postes de jeu, les différents rôles sur le parquet, et tout cela en situation avec des vidéos et des analyses de la part de nos deux experts sur le plateau. On va également parler du retour de la Betclic, puisque le SQBB va retrouver le championnat dimanche après-midi avec la réception de Nanterre 92. On parlera bien évidemment du prochain adversaire des Saint-Quentinois. En deuxième partie d'émission, on parle de chiffres et des statistiques du SQBB après 21 journées disputées. Les scoreurs, les passeurs, les rebondeurs, on va tout vous dire. Il sera également question de Coupe Courage. Ça te parle forcément, Greg. Le SQBB, il faisait son apparition il y a 34 ans. Et qui de mieux que le commentateur de cette rencontre SQBB Panathinaikos, Thierry Adam, sera notre invité en visio en deuxième partie. La semaine dernière, nous avons dévoilé également les modalités du jeu concours pour remporter le ballon officiel de la BCL dédicacé par les joueurs du SQBB, mais également le livre La saga SQBB d'Éric Jonot. On vous donne l'heureux gagnant à la fin de cette émission. Mais tout de suite, on parle de basket et plus précisément des postes de jeu que l'on retrouve sur le parquet. C'est la rubrique Analyse. Messieurs, on va parler des différents postes de jeu, je disais quelques instants, qu'on retrouve au basket. Et on va commencer avec celui qui est, on va dire, le chef d'orchestre, qui dirige et organise les joueurs. C'est le meneur de jeu et c'est Greg qui en a le profil physiquement pour être meneur, va nous le proposer et nous le présenter en image. Greg, j'aime bien te taquiner. Ouais, les meneurs modernes sont comme ça, hein, ils font plus d'1m90, donc pourquoi pas. Alors, les meneurs, ce qu'on appelle souvent, on voulait un peu vulgariser un petit peu le débat par rapport à tout ça, parce qu'on parle souvent de poste 1, poste 2, poste 3, poste 4, ça ne parle pas toujours à tout le monde. Donc le poste 1, c'est le poste de meneur. Donc là, en l'occurrence, c'est Nolan Traoré, donc on peut avancer sur l'action. Donc c'est celui un petit peu qui va diriger le jeu, qui va monter la balle déjà, aller chercher la balle, monter le ballon, donc on peut avancer, qui va mettre en place les systèmes de jeu quand il n'y a pas de contre-attaque. Donc Nolan, là, on voit qu'il annonce ce système. Voilà, là, avec sa main, là, son poing, je ne sais pas quel système il annonce exactement, mais lui, il est en train d'annoncer le système aux 4 autres joueurs. Donc on peut avancer. Et c'est un meneur moderne, hein, de relativement de grande taille, Nolan. Donc il lance le système. Voilà, c'est parti, on peut avancer. Avec un main à main avec Jovian. Et puis voilà, on voit c'est souvent le créateur, le meneur en fait. Hein. L'arrière aussi est un créateur, mais souvent le meneur est un créateur. Donc il a plusieurs choix là. En l'occurrence, il peut renverser le ballon sur Jovian Onyangé ou donner le ballon à Dominique Oleginza qui est quasiment tout seul dans la raquette là. Donc on peut avancer. Et il fait le bon choix, bien sûr, et il l'envoie à l'intérieur. Donc c'est un peu le rôle du meneur de trouver le bon choix, le bon système au bon moment, parce que il doit diriger, il doit savoir qui n'a pas été encore vraiment investi dans le jeu. Donc il faut aller chercher le joueur qui a investir dans le jeu, puis trouver la bonne situation. Voilà. Un meneur de jeu a beaucoup de responsabilités. C'est lui qui va remonter le ballon, on l'a vu. Il va annoncer également les systèmes. C'est un bon dribbleur qui doit surtout avoir une très bonne vision de jeu, on en parlait avec Anthony la semaine dernière, pour pouvoir distribuer correctement le jeu. Oui, c'est ça. Et puis, il est en relation constante avec son banc, avec son coach. Surtout, ouais. Et c'est un meneur qui est jeune. Hein. On a eu Lucas Boucault avant, donc il faut vraiment entre guillemets, les serrer, les mettre dans le bon chemin, dans le bon rail, parce qu'ils ont un rôle très, très important. Et puis en fait, c'est vraiment un plus ce que j'aime bien moi, un peu de meneur, c'est que tu as plusieurs profils de meneurs. Tu as le meneur scoreur, ce qui est Nolan en fait. Tu peux avoir aussi des meneurs un peu plus passeurs. Créateurs. On en trouve de moins en moins. Maintenant, on demande aux meneurs de savoir un peu scorer, mais à une ancienne époque, les Laurent Sierra, voilà, c'était vraiment des ordinateurs. Freddy Fautou, c'est vraiment des ordinateurs
des ordinateurs dans la tête, quoi. Les mecs, ils annonçaient les systèmes, voilà. Et puis, tu as aussi des meneurs qui sont, comme Andrew Albici, par exemple, beaucoup plus défenseurs. C'est vraiment eux qui mettent cette pression défensive sur le porteur de balle et qui, du coup, engendrent derrière une montée défensive des équipes, quoi. Tu parlais aussi, c'est aussi le relais du coach. Sur le banc, c'est vraiment, il transmet entre le banc et le terrain, c'est lui qui fait le relais. En fait, c'est lui qui annonce le système et c'est souvent le coach qui demande, qui dit à la meneur, annonce ce système-là. Donc, vraiment, il y a vraiment il faut qu'il y ait une liaison, en fait. Et puis, pour revenir vraiment sur le cas Saint-Quentin, ce qui nous intéresse, Julien vraiment aime vraiment un type de profil de meneur. Voilà, il aime bien que son meneur sache déjà faire des passes, savent plutôt bien défendre. Et quel type de passe il aime bien? Il aime bien les passes avec rebond, il aime bien les lob passes. Et du coup, c'est une denrée rare en fait. Avoir un bon meneur, c'est vraiment une denrée rare. Et après, pour clôturer sur ce sujet du meneur, le basket évolue constamment. Tu parlais de la Coupe Korac tout à l'heure avec les années 90. Et donc, on n'est plus 91. Ouais, 91. Donc, on n'est plus du tout dans le même rôle de meneur. Aujourd'hui, tu prends la Betclic Elite, dans les 5 ou 6 meilleurs marqueurs de la division de la Betclic Elite, tu as 4 ou 5 meneurs en fait. Donc, on est vraiment sur une grosse évolution. Meneur maintenant et scoreur. On finit rapidement, Tony, avec toi sur le poste 1. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est bon. D'accord, ok, je pensais que tu me regardais, que tu voulais rajouter quelque chose. On reste avec toi, Anto, et on va parler du poste 2, celui d'arrière, avec un jeu qui est principalement, et je le mets entre guillemets, orienté sur l'extérieur. Oui, exactement. Souvent, c'est l'arrière scoreur. Voilà. C'est le gars qui est là pour amener ce danger sur les lignes extérieures, et, avec plusieurs profils. On peut remonter la balle. Donc voilà, c'est Noah Kirkwood qui joue un peu ce rôle de 2. De base, Noah, c'est un 3. Et justement, Julien l'a un peu décalé sur ce poste 2 parce que il est capable de scorer. C'est aussi un très bon créateur. C'est un très bon joueur sur les pick and roll. On sait que Julien affectionne cette partie du basket-là. Donc là, Noah, il monte la balle. Donc, un peu comme le meneur. Mais voilà, Saint-Quentin joue vraiment avec un 1, pur 2. Mais il y a des équipes qui jouent avec des 2-1, par exemple. Monaco, par exemple. Souvent, on joue souvent avec Mike James et Elio Kobo. Lequel est le meneur? C'est vrai qu'on dit des fois poste 1, poste 2, mais des fois on peut dire 1-2 et 2-1. Et 2-1, on peut expliquer ce que c'est la différence. En fait, ce que je disais tout à l'heure, vraiment un poste 1, c'est vraiment l'ancienne époque. Vraiment, voilà, je prends l'exemple de Laurent Sierra, c'était vraiment qu'un 1. Il ne veut pas jouer 2, c'est vraiment un poste 1. Et aujourd'hui, est-ce que Nolan, on lui demande d'être un 1-2, voire un 2-1, c'est-à-dire qu'il peut monter la balle, mais il peut aussi se retrouver dans ce poste-là, donc de second arrière, celui qui va être à la finalité du système, par exemple. Donc là, on peut avancer. Par exemple, voilà, on voit Noah qui monte la balle, donc un peu comme un meneur, qui est agressif vers le cercle, qui revient. Et vous voyez, il a d'abord essayé de jouer pour lui, ce n'est pas possible. Derrière, il va trouver Khalid Moore à 3 points. On peut avancer. Donc un arrière peut également avoir une très bonne vision de jeu. C'est ce qu'on demande de plus en plus. En fait, vu que vraiment on est sur un jeu où il y a beaucoup de jeux de transition, jeux rapides, jeux sur pic, il faut vraiment que le gars soit capable de dribbler, de créer, et aussi de shooter parce qu'il faut qu'il ait ce rôle de scoreur. On voit très bien Noah Kirkwood, il est capable de monter le ballon. C'est ce qu'on demande maintenant à un arrière entre guillemets polyvalent. Oui, de la polyvalence. Et puis, alors moi, Kirkwood, je le vois plus en 3, mais après, je peux me tromper. Pour moi, typiquement, c'est Enzo Godusina, par exemple. En début d'année, Enzo Godusina, Benoît Gillet l'année dernière. On est vraiment sur du poste 2. Des postes 2, capables de shooter à 3 points, capables de percuter également, et puis de créer aussi un petit peu le jeu. Mais oui, et venir enrôler du meneur, notamment sur les montées de balle. Après, il faut... Tu vois, je reviens sur Enzo. Enzo peut avoir justement cette casquette un peu de 1-2. Voilà, lui, c'est vraiment un truc parce qu'il est un peu petit quand même pour être 2. Mine de rien, poste 2, il faut. Pour moi, celui qui est un très très bon poste 2, c'est Jérôme Robinson, quoi. Voilà, c'est le gars qui c'est un scoreur, c'est un arrière scoreur. Noah, oui, dans l'aspect physique, c'est un 3 parce qu'il fait pratiquement 2 mètres. Il est costaud, il est tanké. Mais dans ses capacités vraiment qu'il a développées en jouant aux États-Unis, à Harvard et aussi à Bonn l'année dernière, il a progressé justement dans cette création et qui fait qu'il peut décaler sur le poste 2. Donc ça va être un 2-3. Voilà. 2-3, on va parler avec toi du poste 3. Greg, c'est le poste d'ailier où on retrouve, comme disait Anthony il y a quelques instants, souvent des profils assez athlétiques de plus en plus même. Et on va regarder tout de suite en image un exemple avec le poste 3 du SQBB. Greg, je te laisse aux commandes. Donc oui, là on peut avancer. Donc c'est Jovian. Jovian Onyangue, mais... Onyangue, qui décale de plus en plus sur le poste 4.
Voilà, on a cette polyvalence. Souvent, les joueurs sont quand même sur 2 postes maintenant. Alors, quand on dit 3-4, ça veut dire qu'il y a priorité sur le poste 3, ailier. Mais qui peut décaler. Mais qui peut décaler sur le poste 4, ailier fort. Donc, en l'occurrence, Jovian, en ce moment, est beaucoup sur le poste 4. Donc là, on décale. Et voilà, dans le profil du poste 3, hein, schématiquement, c'est le joueur qui va courir, qui va percuter pour finir la contre-attaque, okay, ou distribuer sur la transition, et qui est un fort shooter, en règle générale. Et d'ailleurs, Jovian est très bon shooter. On dit souvent là, les postes 3, maintenant ils appellent ça parce qu'on vole tous américains. C'est le free and D, c'est le 3 qui sait défendre en fait. C'est vraiment le 3 qui va se retrouver dans le corner, qui va envoyer sa flèche et qui sait aussi défendre. Pour moi, c'est le type de joueur, c'est difficile de plus en plus à trouver, quoi. Un gars longiligne, physique, qui sache défendre et attaquer en même temps, c'est compliqué à trouver. Il y en a peu hein, dans le championnat de France, de vrais 3, de purs 3, et qui peut aussi défendre sur les postes 3 en face. Jérôme Robinson peut être considéré comme un poste 3 ? Sur le papier, il l'est. Oui, sur le papier, c'est différent. Sur le papier, il est. Ben, par exemple, Jérôme, il lui manque ce côté défenseur, on va dire. Voilà. C'est vraiment. Moi, Jérôme, on le voit là, regardez. Ça, c'est vraiment une action typique du poste 2, quoi. Pour moi, dans l'idée que j'ai d'un poste 2, c'est vraiment ce côté score. Le poste 3, c'est vraiment un joueur, on va dire presque un peu de l'ombre, vraiment le gars qui va se sacrifier en défense et qui, en attaque, Jovan, voilà, va prendre ses catch and shoot avec confiance et les mettre. Un poste 3, c'est quelqu'un qui est capable de shooter, d'être une gâchette, mais de savoir shooter très vite. Oui, exactement. De toute façon, parce que tu es souvent dans du catch and shoot, tu es souvent en finalité, notamment dans le corner. Voilà, le meneur va attaquer, l'aide vient, on te bazarde la balle, boum, il faut que tu bombardes. Voilà. Il dépend beaucoup des autres, en fait, le poste 3. Autant le poste 2, il peut se débrouiller, entre guillemets, tout seul. Autant le poste 3, il dépend vraiment du système, de jeu, il dépend beaucoup de ses intérieurs aussi, parce qu'il faut ressortir les ballons. Donc, il est un peu moins débrouillard avec la balle, on va dire. Ouais, et justement, on demande maintenant à ces postes 3 d'être un peu plus débrouillards avec la balle. Du coup, dès l'école de basket, dès les centres de formation, on leur apprend à dribbler. Mais avant, il y a 10-15 ans, on ne voyait jamais un poste 3 prendre un pick and roll. C'était réservé pour le 1, voire le 2. Le 3 était vraiment à la finalité dans les corners, à attendre que la balle arrive et qu'il puisse bombarder, quoi. Un poste 3 ne prendra vraiment pas d'initiative, contrairement au poste 1. Il ne prend pas l'initiative balle en main. Mais après, il peut les prendre en finalité de système. Aussi, on oublie quelque chose, mais il peut aussi poster. C'est pour ça qu'on vient dans ces 3-4, on voit de plus en plus de postes 3 tankés. Vu que en défense, ça change beaucoup, etc. Et ben, souvent, on voit des postes 3. Tyson Ward à Paris, par exemple, essaye de poster beaucoup. Paris passe beaucoup vers le post-up avec Tyson Ward. On va passer au poste 4. Pour finir, l'exemple type du poste 3 pour moi en France et en Europe, c'est Alpha Diallo. Oui, Alpha Diallo de Monaco, c'est le poste 3 pur et dur. Pur et dur et parfait. Voilà. Pourquoi du coup? Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, c'est un bon shooter. C'est un joueur qui est très très intelligent dans le jeu sans ballon aussi. Donc souvent, il va profiter des espaces créés par James ou Kobo pour attaquer le cercle dans le jeu sans ballon. Et surtout, c'est peut-être l'un des meilleurs défenseurs en Europe, quoi. Donc il peut défendre le 1, il peut défendre le 2, il peut même défendre des fois le poste 4 ou sur les switches le poste 5. C'est vraiment le poste 3 idéal. Et on le voit, plus de temps il passe à Monaco et puis il a beaucoup progressé balle en main. Mais si vous vous rappelez vraiment son arrivée en France, c'était vraiment le gars qui était là pour la mission d'abord défensive et après en attaque, il ramassait les miettes. C'est le travail qui paye et c'est aussi le basket qui évolue. Exactement, tout à fait. Et on va passer au poste 4, je le dis, au poste d'ailier fort. C'est lui qui forme avec le pivot le secteur intérieur dans la peinture. Et on a un bel exemple ici à Saint-Quentin, c'est William Pfister qui, j'aime le dire, fait un peu le sale boulot. Moi, c'est mon poste préféré. Voilà. J'adore les postes 4. Après, tout dépend du profil que vous aimez. Il y a des coachs qui vont aimer avoir un profil défensif, ce qui est le cas à Saint-Quentin, que ce soit Khalid Moore ou William Pfister. Ce sont des 4 à nature défensif, c'est-à-dire qu'on ne va pas les voir s'écarter pour shooter à 3 points, même si Moore le fait de plus en plus, et que William l'a fait à Strasbourg et ça a fonctionné. On va regarder l'action peut-être, on va la dérouler un petit peu avec toi, Anto. Et vous voyez là, par exemple, il joue 4, mais enfin, il joue 5. Hein. On ne va pas se mentir, hein, c'est vraiment un profil de poste 5. Donc il y a la remise en jeu, voilà, il le rend, et là il pique direct. Il y a le écran du coup de Noah Kirkwood sur William Pfister. Il va rouler, donc vraiment là c'est une action de poste 5. Et boum, la passe de Nolan pour William Pfister, si je ne me trompe pas. Voilà. Il finit tout seul dans la raquette. Mais en fait, voilà, William, c'est un 4 parce qu'il n'est peut-être pas assez grand, costaud pour être poste 5, mais dans son profil, à lui, c'est plus poste 5 parce qu'il ne shoot pas et qu'aujourd'hui, on demande au poste 4 d'être de plus en plus loin du cercle, on va dire. Voilà. Alors, je te vais faire un petit nom de la tête. Ouais.
Non, du tout. Ah, je pensais- Non, le poste 4, en fait, c'est l'ailier fort, en fait. Donc, on va prendre le terme truc de fort. fort en disant, voilà, il est un peu plus puissant que l'ailier qui va courir dans l'aile, là, comme par exemple Noah Korkun le fait là. Mais voilà, l'avantage du poste 4, c'est vraiment sa polyvalence. C'est le joueur, William le fait très bien, qui doit renverser aussi le jeu quand le ballon revient vers lui dans l'axe, notamment pour renverser le jeu. C'est un fluidisateur de jeu, pardon, excusez-moi. Et après, le poste 4 moderne est quand même de plus en plus shooter à 3 points. C'est ce que j'allais dire justement. À l'inverse du poste 5, le poste 4 peut se décaler à mi-distance et prendre des shoots. William le fait très bien. Même à 3 points. Surtout à 3 points, parce que même les postes 5 peuvent aussi shooter, mais vraiment le poste 4, l'exemple parfait, c'est Nicolas Batum. Il a commencé 3, pur 3, et en équipe de France, petit à petit, Borisio, pareil, on les a vus passer poste 4. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont très intelligents. Et quand tu es poste 4, il faut être intelligent, comme il a dit, offensivement pour pouvoir lâcher les bons ballons, souvent être dans les relais, sur les pics, à l'opposé, etc. Et surtout défensivement. Parce qu'en fait, c'est toi le ciment de la défense, notamment cette défense à Saint-Quentin qui est vachement collective. Et ben, on le voit souvent, le poste 4, s'il ne sort pas sur le pic, c'est lui qui est dans l'aide. Et du coup, voilà, pour moi, le poste 4, c'est le cerveau du. On dit souvent, c'est le second meneur sur le terrain. Il va faire le relais. Il doit aussi faire en sorte que son défenseur sorte de la raquette aussi, pour éviter les aides défensives. Donc, il doit être souvent à l'extérieur. Il pose des bons pics en règle générale. Il est assez rapide et vif en règle générale aussi. Donc, oui, c'est un rôle très, très important maintenant dans le basket. Et puis avant, on avait vraiment ce poste d'ailier fort, c'est-à-dire que c'était des joueurs à vocation intérieur qui joue au poste 4. Et maintenant, je trouve, vu que le basket, on demande à shooter, le basket a évolué, le basket a changé. Et ben du coup, ce poste, c'est plus maintenant des 4-3, on va dire, dans la. Donc, domination, ailier fort, arrière après. En fait, non, cette domination, vraiment des gars capables de jouer loin du cercle, face au cercle. Et c'est fini les postes 4 qui jouaient des post-up. On réserve maintenant que la raquette. Souvent, on voit des équipes qui jouaient beaucoup avec 4 extérieurs et un seul intérieur, en fait. On va terminer, Greg, avec toi. On va parler du poste 5, le poste de pivot. Et on va le découvrir en images dans quelques instants avec je pense qu'on peut dire, l'un des meilleurs intérieurs de la division de Betclic, en la personne de Dominique Olejniczak. Oui, c'est le poste 5, c'est vraiment le poste de pivot, c'est vraiment le joueur de l'ombre, en fait, qui est là au service un petit peu du collectif, qui est là pour poser des bons écrans. On a Rudy Gobert aussi, on peut parler. Voilà, le joueur qui va se sacrifier aussi pour le collectif, qui dépend énormément des autres, parce qu'il faut quand même le servir. Avant, on peut avancer. Avant, le poste 5 était vraiment on le voit très très loin du cercle, en dehors de la zone à 3 points. Après, il va repiquer. Il veut prendre de la place, c'est celui qui doit prendre de la place dans la raquette, occuper un peu les défenseurs pour attirer les défenseurs vers lui. Voilà, on peut avancer, mais on va le voir, c'est vraiment maintenant un joueur qui 4, 5, 5, 4, voilà, il est obligé de ressortir maintenant derrière la ligne à 3 points pour aller repiquer. Ça, dans les années 80, ça n'existait pas du tout. Le gars, il était planté dans la raquette, aux alentours de la raquette, et voilà, il ne bougeait plus. Et il avait beaucoup le ballon. Parce que maintenant, on demande peut-être un poste 5, c'est d'être davantage mobile qu'avant. Là, on voit Dominique monter au-dessus des 375. Donc voilà, mais de toute façon, autant de trajets que les autres. Lui, c'est vraiment le poste 5. Alors, je n'ai pas envie de dire moderne, parce que maintenant, les postes 5 modernes, ils shootent. Voilà, c'est Wembanyama, par exemple. Le mec qui prend la balle à 3 points, ils artillent. Mais où il est très, très, très fort, c'est qu'il court très vite, quoi. Et on ne se rend pas compte qu'il fait quand même pratiquement 2,10 m, je crois. Et il traverse le terrain à une vitesse monumentale, quoi. Et du coup, voilà, c'est ce qu'on demande aujourd'hui à un poste 5, c'est vraiment cette mobilité, savoir mettre la balle dans le cercle, près du cercle, avoir vraiment un taux de réussite près du cercle assez élevé, aux alentours des 70%. Et derrière aussi prendre des rebonds. Prendre des rebonds, c'est hyper important pour un poste 5 de venir mettre une pression sur les rebonds off, mais surtout protéger son cercle par des rebonds. C'est ce que j'allais dire. On demande beaucoup à un pivot d'être pression d'attaque, mais on lui demande tout autant d'être pression en défense. Oui, c'est ça. Et puis il a cette faculté-là sur les aides défensives, sur les contres, de finaliser, entre guillemets, de finaliser la défense. Parce que la finalisation de la défense, c'est soit une perte de balle, bien sûr, mais c'est souvent aussi le rebond. Donc il faut qu'il finalise tout ça et de conclure la défense, ressortir le ballon rapidement derrière sur son meneur pour que ça puisse partir devant. Donc il a un rôle très important, même si le rôle du pivot a évolué, il a encore un rôle. On le voit au niveau des salaires, c'est le poste qui est le plus cher aujourd'hui. Parce que c'est hyper difficile d'avoir déjà le joueur complet.
Donc tu dois faire une option, soit tu vois un pivot à vocation offensive, un pivot à vocation défensive. Mais c'est dur d'avoir les deux. Hein. Les deux, ils sont soit en Euroleague, soit en NBA. Donc en Betclic, tu as des Brice Dessert, tu as Dominique Olejniczak, bien sûr, il y a Chevon Thompson de Strasbourg. On les retrouve dans les classements souvent des plus grosses évaluations, parce qu'en fait, ils font très peu d'erreurs, ils prennent des rebonds, en fait, ils sont dans les meilleures évaluations en règle générale, parce qu'ils ont des hauts pourcentages aussi. Dominique Olejniczak, dans les 10 meilleures évaluations de Betclic, ça rejoint ce que dit Greg. Ouais, voilà. Déjà, il prend pratiquement 8 rebonds par match. Donc, deuxième meilleur rebond dans la Ligue. 7,5, je crois. Donc, mais après aussi parce qu'il a, au moins cette année, parce qu'il shoot un peu plus que l'année dernière, mais il a un bon pourcentage de réussite au tir, quoi. Donc, et puis il a travaillé un petit hook qui est quand même. Il commence à développer de plus en plus. Les stats, on en parle en deuxième partie. Anto, on l'a vu, ton poste de prédilection. Greg, le tien, ce serait lequel? Pas à jouer, hein, mais le poste qui te fait, on va dire, entre guillemets, le plus rêver. Aujourd'hui, le poste 4 aussi, voilà. Mais le poste 4, c'est celui que je trouve le plus polyvalent et important. On n'en parle pas énormément, mais c'est le joueur, voilà. Après, pour être vraiment honnête, le basket d'aujourd'hui ne me fait pas rêver. Hein, avec les postes 1 qui veulent mettre 20 points par match ou les postes 2 qui veulent mettre 20 points par match, c'est pas ma cam, c'est pas ma mais après, moi, je le rejoins sur ça. Je trouve qu'aujourd'hui, le joueur est beaucoup plus individualiste qu'il a été auparavant. Mais je trouve qu'aussi, le basket, il a changé et tu as plein d'options. Et en fait, aujourd'hui, de ne pas enfermer un joueur dans une case, ça me plaît aussi. Moi, j'aime bien voir des postes 5 remonter la balle. J'aime bien voir un meneur se mettre dans le corner et remplacer un peu le poste 3. Il y a beaucoup d'équipes qui font monter le ballon par le poste 4. Voilà, je trouve que ça rajoute une richesse dans le basket. Ouais. Et c'est compliqué pour les équipes adverses de s'adapter surtout. Après, quand Dominique Olejniczak il a remonté le ballon la dernière fois, Julien Maïl a fait un saut de 3 mètres. J'allais faire exactement la même réflexion que toi. Et le basket, messieurs, continuera forcément à évoluer et à changer. Merci beaucoup en tout cas pour ces analyses qui ont permis d'y voir un peu plus clair. Les puristes qui nous regardent forcément connaissaient, mais le grand public qui s'intéresse à cette émission on a certainement appris davantage. Le SQBB va retrouver sa salle dimanche après-midi avec la réception de Nanterre 92, lourdement défait face à l'Asvel il y a plus d'une semaine maintenant. Un mois. Il y a un mois, pardon, ça passe tellement vite. Ah oui, ça passe et on s'est tellement ennuyé qu'on ne sait plus vraiment où on en est. Mais voilà, retour au championnat avec la réception de Nanterre, le SQBB doit s'imposer. Ah oui, ils doivent s'imposer parce qu'ils ont perdu le match précédent à Strasbourg. Et surtout que c'est un match à domicile et cette année, quand même, ils ont laissé échapper pas mal de matchs à domicile. Donc, il faut renouer avec la victoire, déjà de 1. De 2, ta phase retour, pour l'instant, ne débute pas tip-top au niveau du résultat. Il y a eu de beaux hauts, mais il y a eu aussi beaucoup de bas. Et tu as 2 matchs à la maison, il faut les gagner parce qu'il ne faut pas oublier, hein, maintenant Saint-Quentin est en course pour accéder au play-in et c'est indispensable de gagner contre Nanterre. Exactement, on voit du côté de Nanterre, il y a un beau roster, Désiré Rodriguez, Paul Lacombe, Ahmad Kaver et j'en passe. Voilà, c'est costaud, même si c'est 12e actuellement, c'est une équipe costaud qui ne va pas venir à Pierrade pour faire du tourisme. Hein. Déjà pour prendre sa revanche, parce déjà, que sur le match aller, et même s'ils avaient fait un beau match, hein, j'y étais juste en dessous. Là on voit Benjamin Sen qui avait fait je crois un match correct avec Paul Lacombe comme tu disais. Je crois qu'ils ont recruté dernièrement William Howard. Sur les 7 derniers matchs, qui est un très très gros joueur également, hein, qui avait fait des piges en équipe de France sur des fenêtres internationales, je crois. Qui a joué à L'Asvel, Le Mans et tout ça. Donc c'est la petite surprise du chef un petit peu. Donc ça montre aussi que le club de Nanterre a envie de monter un petit peu plus au niveau du classement, pas être trop embêté avec un problème de relégation en fin de saison, parce que c'est pas sa place, hein, de toute façon en Pro B. Il y a un gros palmarès derrière, il y a Pascal Donadieu qui est derrière. Voilà, c'est un gros club, le club de Nanterre, donc ils ont des ambitions. Même si Philippe Da Silva, c'est compliqué de passer après Pascal Donadieu, mais Philippe Da Silva fait du bon boulot. Ouais, en fait, il manque de régularité en fait, Nanterre dans les résultats, mais aussi ils sont encore en Coupe d'Europe, faut pas le dire. Ils sont sur 2 tableaux. Ils sont encore dans la BCL, ils vont jouer mercredi contre Murcie. Non, c'est vraiment une équipe qui manque de régularité, mais c'est une équipe qui a tardé à finir son équipe aussi. Ahmad Klaver est arrivé hyper tard dans le. Je crois qu'il n'a pas fait de prépa avec. Il a vu fin septembre, début octobre. Ouais, juste après le match amical contre Saint-Quentin. Donc voilà, c'est une équipe qui a eu beaucoup de changements. William Howard, qui est un élément clé, qui a dû arriver aussi en cours de saison. Ce ne sera pas un match facile. Hein. Au match aller, on l'a vu, Saint-Quentin est à -16 dans le 3e quart-temps. Ils remontent, ils accrochent à la prolongation, ils gagnent après prolongation. Mais il n'y a pas de match facile en fait dans la Betclic, on l'a répété assez
assez souvent. Surtout que la saison du SQB est encore chargée parce qu'après Nanterre, il y aura Dijon. On est en retard dans cette première partie d'émission, mais comme chaque semaine, messieurs, c'est l'heure du pronostic. Et comme Greg était absent la semaine dernière, je lui donne la parole en premier. Merci, c'est gentil. Bah, avec plaisir, ça me fait plaisir parce que tu as une belle chemise. Ouais, match compliqué, mais victoire de Saint-Quentin de 5 points. Moi, j'avais dit quoi la semaine dernière? Plus 13, je crois. Plus 13 ou plus 12? Plus 12 ou plus 13 l'émission. Ouais. Je veux monter aujourd'hui, je suis en forme, plus 15. Plus 15. Ok, tu as travaillé le sujet avant de venir? Non, mais je suis confiant. Une semaine ils ont bien travaillé. Voilà, plus 15. Et il y a aussi l'intégration de Enzo, qui s'est facilitée avec cette semaine de travail. Et que... Non, je pense qu'ils se sont entraînés dur cette semaine. Certes, de ne pas enchaîner les matchs, ça peut être pénalisant, mais comme tu dis, ils ont pu continuer à intégrer Enzo dans le roster. Et... D'ailleurs, le duel Enzo-Désir Rodriguez peut être assez sympa à voir sur le poste 4. Et ce sera un duel à regarder. C'est dimanche après-midi, c'est à 16h30. Et forcément, les supporters avaient qu'une hâte, c'est de retrouver ce chaudron, ce volcan, que dis-je, de Pierratte. On arrive, messieurs, à la fin de cette première partie. Vous ne bougez pas et vous restez avec moi. Après la pub, on parle de statistiques, on parle de Coupe d'Europe. Un beau programme qui nous attend. À tout de suite sur ma télé. De retour dans 100% basket, toujours en compagnie de Greg et de Anthony. Et on vous l'avait dit, parler statistiques. Et on va commencer avec la colonne des points et la colonne des meilleurs marqueurs. Et c'est pour Anthony, le meilleur marqueur. Après 21 journées, on le rappelle, hein, il s'agit de... Jérôme Robinson. Exactement. J'ai raison. T'as bien révisé. Ouais, c'est ça. Bah oui, c'est l'option numéro 1, le joueur le plus talentueux de l'équipe. Voilà, il faut le dire. C'est l'un des meilleurs joueurs à son poste. Moi, ce que j'aime chez lui, c'est qu'en fait, il met des points, mais il force peu. Voilà, c'est pas un gars qui vient pour croquer la feuille, comme on dit. C'est vraiment un gars qui est là et qui est très, 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 très élégant. C'est peut-être pour moi l'un des joueurs les plus élégants. Et ce que j'aime en plus avec lui, c'est qu'il est, on l'a déjà dit ici, hein, mais il est décisif. Vous voyez, pour la petite anecdote, c'est le meilleur marqueur dans le 4e quart-temps du championnat. Et c'est un joueur qui monte en régime au fil du match, souvent parce que il est fauté. Il prend beaucoup de fautes. Jérôme Robinson fait beaucoup de fautes. Donc du coup, souvent, dans les premières mi-temps, il est un peu timide, etc. Et puis il monte en puissance. Et dès que le match est serré, il score. On l'a vu plusieurs fois cette année, de toute façon. 323 points inscrits en 21 matchs, 15,4 points de moyenne. Greg, on va enchaîner avec une autre statistique. Et parmi tous les Saint-Quentinois, il y en a un qui est plutôt efficace, même s'il se fait assez discret. Oui. Qui c'est? On l'a reçu, il était là il n'y a pas si longtemps. Exactement. William Fisser, capitaine d'équipe déjà. Ailier fort, vraiment très efficace à 2 points. On voit que c'est un joueur qui dépend aussi beaucoup des autres, hein, notamment sur les pick and roll, parce qu'il a tendance à piquer. Enfin, piquer, c'est un écran en fait sur le meneur et rouler vers le cercle en fait. On l'a vu d'ailleurs tout à l'heure sur une action. Il a 80% de tirs à 2 points. Il est deuxième derrière Léo Cavalière de Paris. Exactement. Et en fait, il rate très très peu. Il est aussi décisif. On l'a vu régulièrement faire la petite claquette qu'il faut là pour gagner le match. Donc, contre un certain Monaco. Ouais, c'est ça, pas contre n'importe qui. Donc oui, un joueur précieux, nouvelle fois cette saison. Tanké, hein, on voit une vraie image. Il était moins tanké. C'est la caméra peut-être qui fait ça. Il fait un peu plus peur là sur le truc. Donc ouais, une belle saison de William Fisser. 40 shoots inscrits sur 50 tentés, la stat est belle. Oui, la stat est belle et puis il a vraiment des mains en or. Moi, ce que j'avais lu, c'est qu'il a près du cercle, il rate peu. Il y a des intérieurs qui arrivent à prendre des rebonds off et des fois qui vont rater. Lui, non, tu le serres, tu sais que c'est l'argent dans le coffre. Ouais, il n'y a pas un gros volume de tirs, attention. Hein, on est sur à peu près 2 à 3 tirs par match, mais voilà, faut les mettre. En fait, quand on dit Léo Cavalière, c'est le numéro 1, en fait, c'est le 2 mêmes profils. C'est vraiment des gars qui... Assez similaires, ouais. Voilà, exactement. On a aussi quelques snipers à longue distance cette saison, mais on en retrouve un qui va s'illustrer un peu plus que les autres, avec tout autant d'efficacité, c'est encore Jérôme Robinson. Et ben voilà, lui c'est vraiment... Et en plus, vous voyez, son volume de tir quand même, c'est pas mal, hein, 121 tirs en 21 matchs, 50 tirs marqués. Non, il a un vrai bras, on le sait, quand il est ouvert, il peut rater, comme il a fait à Strasbourg, mais souvent il marque quand même.
41,3% de réussite. Greg, c'est pas mal. Certes, il y a 121 shoots, mais c'est pas mal. Non, c'est très très bien même. C'est très très bien. Surtout que il se les crée souvent ces tirs. Ils sont souvent décisifs et 41%. On dit souvent à 3 points 40%. On est déjà sur des belles statistiques. Donc je sais pas au niveau de points. On a au niveau classement combien ils se classent par rapport. En fait, c'est difficile le classement parce qu'il y a des joueurs qui prennent peu de tirs, d'autres qui en prennent beaucoup. Vous voyez, un gars comme par exemple Nadir Rifi, il va peut-être avoir un pourcentage un peu moins que Jérôme, mais parce qu'il dégaine. Voilà. Nadir Rifi doit être à 8 à peu près 8 ou 9 tirs à 3 points tentés par match. Donc là, on est sur du 5, 2 ou 3 tirs par match, pas plus que ça. Exactement. Et après, en fait, Jérôme, c'est vraiment un bon exemple parce qu'on dit souvent qu'un bon shooter, c'est un gars qui a 50, on dit 50, 40, 90. C'est-à-dire 50% à 2 points, 40 à 3 points et 90 sur lancer franc. C'est le bon ratio. Et il y est. Il y est exactement. La statistique suivante, on va parler de lancer franc. Et à l'heure où on se part, à l'heure actuelle, on a un joueur du SQBB, Anthony, qui en a loupé encore un seul. Bon, on va pas se mentir, il n'en a pas pris beaucoup, mais le pourcentage, il est beau. On sait qu'en fin de match, il faut faire faute, faut donner la balle à Loïc Schwartz, qu'on fasse faute sur lui, comme ça, il continuera. Non, le lancer franc, c'est vraiment un exercice vraiment particulier. Il faut savoir, après une faute auquel on a fait sur toi, il faut savoir souffler, aller sur la ligne, avoir sa petite routine et mettre son lancer franc. Et Loïc, c'est un 100%, c'est beau quand même. Hein. Surtout quand tu tombes dans des moments décisifs où il reste quelques secondes, tu as la salle contre toi quand tu vas à l'extérieur. Là, il faut pour la petite anecdote, je me suis toujours posé la question, est-ce que c'est plus dur de mettre un lancer franc pour la gagne ou un penalty en finale d'une Ligue des Champions, par exemple? Ah, tu te poses des c'est existentiel quand même. À lancer franc, on a l'impression que c'est facile, mais je pense que... Non. Après, même s'il y a une grosse fiabilité, c'est vrai qu'il y a très peu de volume de jeu. Par exemple, tu as une technique en fin de match, il faut mettre le lancer franc. Est-ce que tu mets Loïc Schwartz sur la ligne des lancers francs? Voilà. Alors qu'il a 100%, est-ce que tu mets pas un Robinson qui va en tirer un peu plus? Mais oui, c'est de toute façon, il faut les mettre. Comme on disait tout à l'heure, il faut les mettre. Et dans son rôle d'arrière stopper défensif, il a un vrai rôle, Loïc Schwartz, cette année. On va parler de rebond cette fois-ci, Greg. Et cette saison, on a dans les rangs saint-quentinois le deuxième des meilleurs rebondeurs de cette ligue. On le disait tout à l'heure en première partie, c'est Dominique Olejniczak. Oui, c'est ça, avec cette 7,5 prises par match qu'on peut découper en deux parties, les rebonds offensifs et les rebonds défensifs. Je crois que, je ne sais pas si tu peux me donner la stat, mais oui, il a un gros impact cette saison. En défense notamment, et il fait une grosse saison. Shavon Thompson est premier. 3 rebonds off et 4,5 rebonds def par match. 3 rebonds off, ça veut dire que soit il met potentiellement 6 points pour remettre dedans, soit il redonne 3 possessions à ses coéquipiers pour remettre des tirs extérieurs. Donc il a un gros impact sur le jeu offensif. En fait, il est à l'image de Saint-Quentin, qui est une équipe qui est dominante au rebond. Et on dit souvent que ça fait partie du détail du match, mais quand tu arrives à être dominant au rebond dans le match, souvent tu t'offres un peu plus de chances de gagner. Mais moi, ce que j'aime dans ce truc de rebond, c'est que le rebond, il ne te faut pas beaucoup de talent pour aller au rebond. Il faut juste être avoir envie d'y aller. Il faut être combattant et surtout faire les bons box-out, comme on dit, les bons écrans de retard. Et c'est vrai que je trouve que Dominique, il est bon dans cet exercice, mais ce n'est pas le seul. William Pfister, il est aussi. Noah Kirkwood aussi est un bon rebondeur. Donc c'est Khalid Moore, très bon rebondeur offensif. Voilà, c'est vraiment une équipe c'est une équipe de combattants. Donc plus tu combats, plus tu prendras de rebonds. On les appelle des guerriers, c'est pas pour rien. On va parler de vision de jeu cette fois-ci avec toi, Anthony. Et ça se remarque notamment sur la ligne des stats par les passes décisives. Et je veux bien sûr parler de 5,1. C'est bien. Je ne sais pas qui est de tête là le meilleur passeur du championnat. Moi, c'est pas TJ Shorts. Voilà. Après, il y a Nathan de Souza qui ne doit pas être très loin dans le classement. Loré. Ouais, Matteo Loré, pardon. Matteo Loré. Et en fait, ce sont des 5,1 passes par match. C'est bien, sachant qu'il met aussi 10 points par match, je crois, un peu plus. Donc, en gros, il génère beaucoup de points pour son équipe. Et après, Nolan a beaucoup la balle en main aussi. C'est un joueur qui, quand il est sur le terrain, est souvent à la finalité des actions. Donc, non, je trouve que 5,1 ballons par match, c'est très bien. Ça colle avec ce qu'on disait la semaine dernière, l'évolution de Nolan Traoré cette saison, la vision de jeu, l'augmentation des passes décisives, tout va bien. Là, on le voit, il y a beaucoup de systèmes, notamment où il trouve les intérieurs, il envoie des lobes
des passes hautes pour Dominique. On l'a vu faire tout à l'heure une passe à William Pfister. Non, il a beaucoup progressé. Et je pense que c'est aussi un peu l'aide de Julien et de son staff, mais aussi de Lucas Bocco, parce que Lucas Bocco est un très bon passeur aussi. 107 passes décisives pour lui. On va enchaîner avec une autre statistique, celle qu'on aime un peu moins voir, Greg, sur le côté droit de la feuille de match. C'est les pertes de balles et on retrouve malheureusement cette fois-ci Jérôme Robinson. Oui, logique par rapport au fait qu'il a quand même beaucoup le ballon dans les mains, qu'on lui demande aussi de créer des actions. Peut-être aussi parce que c'est pas son point fort, tout simplement. Son point fort, c'est plus de scorer et de shooter. Donc 2,6, ça reste quand même relativement raisonnable par rapport au temps de jeu qu'il a et par rapport au nombre de fois où il a le ballon dans les mains. Donc voilà, en fait, il faut souvent faire le ratio entre la perte de balle et la passe décisive. C'est ça. Grosso modo. Et il ne doit pas être loin des 2 ou 3 passes décisives par match. Donc pour un arrière, c'est relativement correct. Après, le problème de Jérôme, c'est souvent des ballons perdus un peu par manque de concentration. Mais c'est aussi son jeu qui veut. Plus tu as la balle en main, plus tu as des risques de le perdre. C'est logique. Il y a 2,2 passes d'ess par match, 54 sur 21 matchs. Et on va, quand on fait le calcul de toutes ces colonnes, Anthony, on retrouve l'évaluation. On va dire en gros que c'est la note globale qui est attribuée en fin de match à chaque joueur. Il y a aussi le plus-moins qui est très important. Voilà. Après, il y a des coachs, c'est bien le plus-moins que tu en parles, parce qu'il y a des coachs c'est des longs débats, qui ne regardent pas cette colonne-là. Et d'autres coachs qui… Elle peut avoir son importance. Pour moi, elle a son importance. Après, il y a d'autres coachs qui donnent des arguments et qui disent non, mais c'est vrai que, voilà, un plus-moins, après, tout va dépendre de combien de temps tu restes sur le terrain, mais souvent, ça montre ton match, et souvent, si un joueur dit j'ai raté mon match, s'il a moins 28, tu te dis… Ouais, t'as raison. Du coup, sur la meilleure éval saint-quentinoise, on retrouve l'intérieur du SQBB, Dominique Olejniczak. Déjà, il a 7,5 rebonds par match, donc c'est presque logique qu'il soit meilleur éval du match. C'est souvent les intérieurs. De toute façon, un intérieur dominant, il monte vite dans les balles, parce que s'il met 10 points et 10 remontes, ça fait 20. Donc après, 70% de réussite, 70% de réussite, automatiquement tu vas monter en évaluation. Ouais. C'est plus dur pour un extérieur, parce que vu que le tir raté enlève les balles, si tu mets 25 points mais que tu as fait 7 sur 36, ton éval risque pas d'être très élevé à la fin de ça. 309 dévals cumulés sur 21 journées. Voilà pour quelques statistiques qu'on avait envie de mettre en avant ce soir. Il y en a plein. Là, c'est vraiment comme tu as dit, c'est les principales. Mais, il y en a beaucoup. Ouais, moi qui suis un amoureux des chiffres et de la data, c'est vrai que j'en ai 1 million qui, des fois, définissent. Voilà, c'est un bon joueur. Mais après, les chiffres, ça reste comment on veut aussi les tourner et les faire comprendre et les interpréter. Ça reste rien ne vaut le terrain. Merci en tout cas, messieurs. Et sans transition, on va remonter le temps maintenant et on va reparler de la Coupe Korach qu'on a appelée en 1991, où le SQBB d'ailleurs est apparu pour la première fois. C'est sa seule apparition en Coupe d'Europe jusque 2024 forcément. Greg, ça te parle toi? Oui, ça me parle parce que c'est des matchs que j'ai vus, notamment le Pana. À l'époque, c'était l'époque Linton Tons, Williams, Pat Taylor. Enfin, et on en passe. Je pense que ça parle à tout le monde. Christian Ortega sur le poste d'arrière meneur, ouais. Donc voilà, c'était une belle époque avec beaucoup de ferveur et voilà, on va voir ça. Exactement, parce qu'on a la chance d'avoir en notre compagnie sur le plateau de 100% basket, bien évidemment, il n'est pas en direct avec nous ce soir, mais Thierry Adam, le journaliste sportif qui a notamment commenté le Tour de France durant pas mal d'années, mais il a commencé sa carrière de journaliste à Saint-Quentin, notamment après être passé notamment par la radio et la télé locale. Il a commencé ici à Saint-Quentin au commentaire d'un certain SQBB Panathinaikos, c'était le 2 octobre 1991, toi tu avais quelques années, moi j'avais quelques jours, et je vous propose de découvrir cet échange très intéressant avec Thierry Adam. Bonjour Thierry Adam, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans votre emploi du temps qui est, on va le dire, assez chargé. Oui, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver, de retrouver les amis saint-quentinois, parce que je peux parler d'amis avec un A majuscule, même si ça fait longtemps que je ne suis pas revenu à Saint-Quentin. Malheureusement, je suis pas avec vous, j'aurais préféré, mais voilà, emploi du temps, congrès des journalistes de sport à Strasbourg pour 48 heures. Donc malheureusement pas à vos côtés, mais content de vous retrouver et content de parler de Saint-Quentin. Effectivement, on va retracer rapidement votre carrière. Vous avez commencé dans la presse écrite, le Courrier Picard, avant de rejoindre la radio, Radio France Picardie, mais également France 3 Picardie, avant d'avoir le plaisir, et j'en parle à titre personnel, de vous retrouver tous les étés au mois de juillet lors du Tour de France. Je ne me suis pas trompé, hein?
C'est ouais, ça. Rapide, mais c'est bien pour un sprinter. Je pense que vous êtes sprinter. Et vu comment vous êtes épais, vous devez être sprinter. Oui, c'est un peu ça. Voilà. C'est l'époque où on avait la chance de démarrer avec les radios locales. C'est l'époque où Radio France Picardie à Amiens est devenue une radio qui s'écoutait 20 heures sur 24. Et puis c'est surtout le moment où on avait l'occasion de faire beaucoup de choses en même temps. C'est-à-dire qu'on avait le micro de France 3, c'était France 3 à l'époque, le micro de Radio France, un stylo, et puis on commençait le jeudi matin et on terminait le lundi midi, les week-ends de sport. Parce que je me souviens par exemple qu'à Saint-Quentin, j'ai connu l'époque où on avait le volley, le football, le basket évidemment en premier, mais je venais souvent à Saint-Quentin, c'était pareil avec Abbeville, avec Amiens, avec Beauvais. J'ai connu la grande époque du sport en Picardie, ouais, c'est vrai. J'ai eu cette chance-là avant de partir et de quitter un peu à regret pendant très longtemps la Picardie pour me consacrer, c'est vrai, au Tour de France par exemple. 25 tours, ça parle. 14 JO, il paraît que ça parle aussi. C'est pour ça que j'ai porté la flamme olympique au mois d'août. J'en étais très fier d'ailleurs. J'en reste très fier d'ailleurs. Donc oui, la Picardie a beaucoup compté dans ma carrière, énormément compté dans ma carrière. Aujourd'hui, dans cette émission, on parle un petit peu de la Coupe d'Europe et du parcours que le SQBB a connu il y a de cela maintenant 34 ans. Et un certain 2 octobre 1991, le SQBB recevait Panathinaïkos et c'était un certain Thierry Adam qui débutait sa carrière et qui était au commentaire de ce match avec un certain Éric Dubuis. Ouais, on avait la chance à l'époque de pouvoir faire des retransmissions. Ça a plus été le cas après nous pendant un moment. C'est revenu un petit peu à la une de l'actualité. Je me souviens du basket à l'époque, des derbies avec Gravelines par exemple. C'était chaud bouillant à commenter puisqu'on faisait sur les deux régions. Parce qu'il y avait deux régions, Picardie et Nord-Pas-de-Calais à l'époque pour France 3. Et aller commenter au SQBB, c'était plein de choses en même temps. C'est un espèce de mélange quand on est un jeune journaliste. C'était du direct. Ça, moi, ça a toujours été ma vie, ma passion. C'est ce qui m'a fait faire ce métier. C'est ce qui m'a permis d'avancer et de réussir dans ce métier. C'était une ambiance exceptionnelle. J'avais vécu beaucoup de choses, mais le SQBB, dans ma tête, ça résonne encore. 30 ans après, ça résonne toujours. Je me souviens, on était accueillis à bras ouverts. On se garait avec la voiture de France 3 juste derrière le responsable avec qui j'ai encore des petites relations du Palais des Sports nous ouvrait la porte pour qu'on puisse être dans de bonnes conditions. On allait dans le vestiaire. Moi, j'ai eu la chance, par exemple, que Christy Glotton, que Robert Ducamp, les noms de cette époque-là, de ce moment-là, étaient par exemple à mon mariage. Ça a dit beaucoup sur la relation qu'on avait et cette relation que j'ai eue avec les joueurs, que j'ai eue avec le staff, que j'ai eue avec le public. Parce qu'il y avait un public, il y a un public toujours. J'attends de revenir pour vérifier quand même, il faut que je revienne. Mais j'ai envie de revenir et je vais revenir au SQBB. Moi, j'ai toujours dit le SQBB, on n'a jamais dit le Saint-Quentin Basketball. Voilà, on a vécu des moments exceptionnels. J'ai eu la chance avec Eric, on a eu la chance d'avoir l'écran d'or à l'époque du basket français pour nos directs. C'est quand même quelque chose. C'est grâce au Saint-Quentin Basketball, au SQBB. Et puis évidemment, on parle d'un moment particulier parce que c'était vraiment la Coupe d'Europe déjà à Saint-Quentin, c'était extraordinaire. La montée en proie, alors à l'époque on disait la Nationale 1, mais c'était extraordinaire. Tout était extraordinaire quand on allait à Saint-Quentin. Moi je me rappelle, c'était pas encore l'autoroute, on faisait la route nationale qui était pas évidente. On mettait 1h30 à l'époque pour venir à Saint-Quentin d'Amiens, mais on y allait tellement avec plaisir. On rentrait, il était 2-3 heures du matin. Mais à chaque fois, moi, je garde un souvenir du sport à Saint-Quentin et du basket en particulier, moment très particulier dans ma carrière. Et Dieu sait si j'en ai connu. Et ce soir-là, voilà, tout était magique. Tous les grands joueurs, moi je me rappelle de José Vargas, de BVB, Bertrand Van Butzel, de l'ensemble des joueurs, de Pat Taylor, je me rappelle de Tom Snyder. En plus, on était proche d'eux humainement. Humainement, ça s'est un peu perdu, je trouve, aujourd'hui, à mon avis, mais humainement, alors peut-être pas à Saint-Quentin, au basket, mais humainement, on avait quelque chose de vrai avec José Ruiz, l'entraîneur, avec le président, avec son frère aussi. C'était une famille, Et justement, ce match de Coupe d'Europe, là, c'est une des seules fois où le SQBB a participé à la Coupe Coratch, qu'on appelait à l'époque. Le SQBB s'impose à domicile. Pourtant, le match retour à Athènes, ça sent un peu le traquenard.
Oui, alors nous on a gardé, je crois que tout le monde a gardé. On s'est un peu arrêté après la victoire de plus 12 hein, de mémoire. J'ai pas le score exact, hein, mais de plus 12. Voilà, il y a eu un gros coup tactique. Je me rappelle de José Ruiz qui avait fait double boîte là sur les meilleurs joueurs grecs et ça avait fonctionné. Il s'était un peu perdu. C'était quand même la meilleure équipe d'Europe à l'époque, hein, quasiment. Hein. C'était la référence, hein, le basket grec. On est resté un petit peu. Ils sont restés un peu sur leur nuage. Nous, on a profité après, on est parti avec les joueurs. On a pris l'avion avec les joueurs, avec le staff. Et quand on est arrivé au Pana, alors je me rappelle, hein, le verre, la salle, le bois, l'espèce de trèfle là qui m'a suivi un peu toute. Chaque fois que je parlais du Pana, je voyais ce trèfle. Et j'avais vite compris que toute la salle était verte et que ça allait être plus chaud que ce que j'avais vécu au SQBB. Et là, je me suis dit, c'est pas gagné, mais à l'arrivée, je sais même pas s'il y a eu des regrets, mais moi, je me souviens, par exemple, de quelque chose, c'est qu'à un moment, alors, c'était pas les mêmes règles, enfin, c'était les mêmes règles de basket, mais c'était pas les mêmes règles autour du basket. Je crois que la FIBA, à l'époque, laissait faire quand même pas mal de choses. Et je me souviens que le public, les supporters, il y avait comme un balcon tout autour du stade. Il y avait des sièges, mais il y avait comme un balcon. Et les gens jetaient des pièces. Les supporters du Pana jetaient des pièces. Et à un moment, parce que ça a été longtemps équilibré, hein, ils ont eu du mal à faire leur retard à plus 12. Et quand c'est revenu à même plus 1, plus 2, là, on a senti les arbitres sous pression. Il y avait que deux arbitres à l'époque. C'était très particulier. À 15 secondes de la fin, le SQBB est encore devant. Oui, on a cru au miracle, il n'y a pas de souci. Hein. Là, on s'est vu faire de nombreux déplacements et gagner la finale. Hein. Mais bon, voilà, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, avec les règles, avec tout ce qui entoure le sport professionnel, ça ne se serait jamais passé de cette façon. Et le SQBB aurait gagné et aurait éliminé le Pana, ce qui aurait été un événement dans le monde du basket. Bon, voilà, c'était l'époque particulière des Grecs. Et je crois que d'aller jouer en Grèce, je pense que Monaco, Villeurbanne ou Paris nous le dirait, les joueurs nous le diraient. Je pense que c'est quand même très compliqué d'aller jouer en Grèce, même aujourd'hui, même si les règles sont un peu plus sévères. Mais ça avait été une superbe aventure. On était, voilà, je me rappelle, les joueurs étaient déçus hein, dans le retour en avion. Je crois qu'on avait 2-3 heures de retard parce qu'on avait raté le direct dans le journal. On n'avait pas pu rentrer à temps pour faire le résumé de la journée parce qu'on n'avait pas fait le match en direct. On était rentré le lendemain. On n'avait pas pu faire le résumé parce qu'on avait 2-3 heures de retard à Roissy. Mais bon, finalement, avec le recul, 30 ans après, c'était une aventure extraordinaire, inimaginable. Je crois que c'était inimaginable pour Saint-Quentin, c'était inimaginable pour nous. Et de mémoire, je crois qu'il y avait quand même quelques supporters du SQBB à l'époque. C'était pas évident il y a 30 ans hein, de venir en Grèce. Hein. Et aujourd'hui, 34 ans après, le SQBB a regoûté à l'Europe avec la BCL qu'on appelle maintenant. Vous gardez toujours un œil assez avisé sur le SQBB et cette progression qu'il connaît depuis quelques années maintenant? Ouais, j'ai jamais oublié le SQBB, jamais oublié les clubs picards avec lesquels j'ai commencé. Je me souviens quand j'allais à l'Olympique Saint-Quentinois au foot et ce stade qui était tellement froid, mais voilà, j'ai gardé tellement de souvenirs de ma Picardie. C'est ma Picardie, c'est la Picardie qui m'a fait faire 25 Tours de France et autant de JO. Je lui dois tout à cette Picardie et ces clubs, bah, je les ai dans mon cœur. Alors je regarde, j'ai croisé le président lors des 4 jours de Dunkerque. Il y a un an, on a parlé basket évidemment, et je lui ai promis de venir et il m'a invité. Et je crois, j'ai envie de revenir, mais oui, je suis le basket avec beaucoup d'attention. C'est un des sports que j'ai perdu de vue en commentaire, j'avoue. Hein, j'ai gardé le vélo, le football, le hockey sur glace, mais voilà, nous on faisait pas de basket à l'époque à France Télévisions, on n'en fait toujours pas. Mais je vois Chris Singleton avec plaisir sur une autre chaîne, hein, sur beIN. Puis je suis un petit peu, j'ai suivi Fabrice Coursier pendant un petit moment. J'essaye de temps en temps de repérer quelques joueurs que j'ai connus, qui m'ont oublié, mais ça fait partie de la vie. Oui, je suis très heureux, je suis très fier. J'ai vu le premier match de temps en temps, j'arrive à voir les matchs. J'ai vu le premier match contre Monaco. Moi, je suis assez fan de Monaco et de Villeurbanne et de Paris en Coupe d'Europe. J'aime beaucoup ça. J'aime suivre ça. Je suis un vrai supporter et j'ai beaucoup aimé la victoire de Saint-Quentin contre Monaco en ouverture du championnat. Et puis, je suis le SQBB de nouveau. Mais je me dis que bon, allez, maintenant que je suis revenu en Picardie. Fin de l'année 2024, ouais, il est temps que je revienne me retremper dans l'ambiance, non? Je crois que ça va me faire du bien, parce que c'est le vrai sport.
c'est la vraie vie, c'est le sport comme on l'aime. Et j'ai toujours dit, voilà, Amiens est une ville de foot, de hockey, Beauvais est une ville de foot. C'est pas faire injure à d'autres sports, hein, mais voilà, c'est comme ça. Et il y a eu plein de sports à Saint-Quentin. La boxe en faisait partie, par exemple. J'aimais venir à la boxe, mais Saint-Quentin, le SQBB, c'est une histoire d'amour. Et puis je crois que j'ai encore quelques amis, peut-être pas dans le public, mais autour du terrain, non? En tout cas, merci beaucoup. J'ai une dernière question avant qu'on se quitte. On vous a suivi, et moi également, lors des Tours de France. C'est quoi votre actualité en ce moment? Qu'est-ce que vous faites, vos activités? Je suis retraité. Parce qu'à un moment. Et ça va, vous le vivez bien? Oui, ça va, la preuve. Hein. Mais j'ai un agenda. Non, alors, je suis retraité, c'est vrai, mais je donne encore quelques petits coups de main au niveau du Tour de Bretagne, par exemple, des 4 jours de Dunkerque aussi. Ça fait partie des choses que j'aime faire. Voilà, je vais sur les courses. Jeudi, je serai au Grand Prix de Denain, cycliste. Alors, j'ai pas gardé que le cyclisme. Je retourne au hockey sur glace. Demain soir, je serai au match numéro 4 des Cotiques contre Grenoble en Magnus. J'ai une activité en radio, Ice Radio, qui est consacrée au hockey sur glace, une page hockey sur glace, avec un certain Philippe Candeloro comme animateur. Excusez du peu. Et puis, je vais par amour parce que bon, au football, ça m'arrive d'aller dans l'Aisne et tout parce que j'ai 3 garçons qui jouent au football en régional, donc je les suis régulièrement. J'ai un agenda qui est bien rempli. D'ailleurs, la petite anecdote, c'est qu'en début d'année, j'ai dû acheter un agenda. Avant, quand j'étais à la télé, je savais à peu près où étaient mes courses cyclistes. Là, je ne sais plus trop où est ma vie, donc je prends des rendez-vous et vous voyez, mon agenda est trop rempli parce que j'étais pas à vos côtés et je le regrette vraiment. Eh ben en tout cas, merci beaucoup Thierry Adam. On aura l'occasion certainement de se reparler, de se revoir. Et puis nous, on vous attend à Saint-Quentin très prochainement. Vous avez l'adresse? Pour les phases finales du SQBB en championnat de France, non? Eh ben, allez, on prend rendez-vous et on en reparle dans quelques semaines. Exactement. Merci beaucoup de l'invitation. Merci infiniment Thierry Adam. Merci beaucoup. Interview enregistrée aujourd'hui en tout début d'après-midi. Merci également à Christian de nous avoir fourni ces belles images qui nous ont mis, surtout pour toi Greg, un coup de vue. On a quelques instants encore parce que la semaine dernière, on vous avait proposé un jeu concours pour remporter ce ballon officiel de la Basketball Champions League, mais également ce livre offert par Éric Jonot, la saga SQBB, que je remercie également. Au passage, bien évidemment, pour gagner ces 2 cadeaux, il y avait une question. Quel joueur du Saint-Quentin Basketball a inscrit le plus de points lors de son passage en Coupe Courage en 1991? Très rapidement, quelques secondes, Greg, à ton avis? Oui, je connais, parce que je connais le joueur, c'est mon joueur préféré. Donc, ok, bon, ça va pas être... L'ailier américain, Linton, j'imagine? Christian Ortega? Perdu, c'est Linton, effectivement, avec 50 points au total, 28 inscrits au match aller, et 22 au match aller et 28 au match retour. 50 points au total pour Linton, le numéro 11 de SQBB à l'époque. Vous étiez très très nombreux à participer à ce jeu concours et merci à vous. Et on a un gagnant, il s'agit de David. J'espère que ce n'est pas son nom de famille parce que c'est un peu compliqué. Je pense que c'est un pseudo. Voilà, félicitations à vous et je vous invite à nous contacter dès maintenant sur notre page Facebook pour venir récupérer vos cadeaux dans nos locaux. Tiens Greg, je te laisse pendant cette fin d'émission. Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous. Je vous laisse vite fait le mot de la fin, Anthony. Oui, toujours heureux d'être ici. Bon, ok, super. Voilà. Merci Anto. Greg? Non, je vois ce ballon de Wilson c'est quoi? C'est la BCL. Donc, exactement, t'écoutes pas ce que je dis. Ça me fait penser à Forrest Gump. Non, c'est un film, Wilson. La marque Wilson est due au film Seul au monde. Et vous retrouvez Anthony la semaine prochaine sur ma télé dans une chronique cinématographique. D'ailleurs, très bon film. Et il appelle Wilson. Et voilà. Allez, soyons sérieux. On se retrouve forcément la semaine prochaine, mardi, même heure, même endroit. Vous pourrez retrouver cette émission en rediffusion dans quelques instants, mais également à 22h. Cette émission a demandé, ils sont dissipés ce soir, cette émission a demandé beaucoup de préparation. Et c'est Esteban Lachèvre, notre monteur sur ma télé, qui a réalisé tous les visuels que vous avez pu découvrir ce soir. Un grand merci à lui. Passez une très belle soirée. Une bonne semaine, messieurs, et d'ici là, portez-vous bien.